Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans cette 7ème rétrocritique consacrée à la saga Fast and Furious, et donc logiquement on va parler de Fast and Furious 7. Avec Fast and Furious 7, nous n'avons plus Justin Lin à la réalisation qui est parti diriger Star Trek, et nous avons James Wan, un réalisateur qui est connu pour faire des très bons films d'horreur comme Saw, comme Conjuring, et qui sera le prochain réalisateur à réaliser Aquaman. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a réussi à faire quand il avait les moyens d'un blockbuster pour faire un blockbuster. Et bah si on juge le film sur son premier plan, on peut dire que le mec est super talentueux. C'est un plan séquence qui introduit le personnage de Jason Statham. Alors c'est hyper intéressant parce que c'est un plan séquence qui commence sur Londres, qui recule pendant que Jason Statham parle. On découvre ce personnage qui est donc en fait le frère de Shaw. Et oui, parce que Shaw n'est pas mort d'ailleurs, il est juste brûlé gravement, alors que honnêtement j'aurais dit qu'il était mort à la fin du 6. Mais c'est pas la question. Donc Shaw, qui est donc le frère de Shaw, ça va être confusant, mais je vous rassure, il revient pas, Shaw. Enfin, Shaw, le frère de Shaw. Putain, je vais me taire. Oh là là, la lourdeur. Et on découvre en fait progressivement avec ce plan que Jason Statham s'est introduit dans l'hôpital et a à peu près tué 150 personnes, des membres d'une unité spéciale. Enfin, le mec a foutu un dawa monstre. Il a retourné l'hôpital, il l'a mis à feu et à sang. Et ce que j'aime beaucoup dans ce plan, c'est que déjà, il y a un côté progressif. On découvre progressivement à quel point le mec a effectué des actions de barjo. Et il y a ce plan laisse place à l'imaginaire. C'est-à-dire qu'au lieu de nous montrer la scène d'action du mec qui rentre dans l'hosto, qui bute tout le monde pour aller parler à son frère, on part de la fin et nous, on s'imagine ce qu'a été cette scène d'action. Et il y a des fois où quand on fait travailler l'imaginaire du spectateur, il est capable de bien plus que ce qu'on aurait pu lui montrer. Et là, ça permet d'avoir une introduction de personnage, mais tout de suite légendaire. Ce personnage, on se dit que ça va être le meilleur méchant de la saga Fast and Furious. Et on est un peu vite déçu en fait, parce que le problème de Shaw, c'est qu'il fait partie de l'histoire, mais qu'au final, il n'est pas le point central de l'histoire. Parce que l'histoire, elle est un peu particulière, donc Shaw, il va vouloir se venger, il va essayer de retrouver le groupe de Dominic Toretto, il va les retrouver, il va buter Anne à Tokyo, après il va essayer de buter Vin Diesel, mais il va pas y arriver, et au final, va y avoir une intervention d'une espèce de groupe gouvernemental mystérieux, dirigé par Kurt Russell, qui va utiliser Shaw comme un prétexte pour donner une mission à Vin Diesel, pour aller rechercher un espèce de MacGuffin. Le MacGuffin, c'est une notion cinématographique, enfin dramaturgique d'Hitchcock, qui est en fait un objet. C'est pas très important qu'on sache que c'est, et ça motive les gentils et les méchants pour leur quête dans le film. C'est genre un truc que les méchants veulent, que les gentils veulent aussi. C'est un truc qui est souvent utilisé dans Fast and Furious, c'était totalement utilisé dans le 6, avec ces espèces de puces militaires. Et là, il y a totalement un MacGuffin avec un espèce de logiciel de sécurité, de visionnage, de surveillance, qui permet de relier tous les téléphones entre eux, exactement comme dans la fin du Dark Knight. Bruce Wayne utilise ça pour retrouver le Joker dans Gotham City. Donc c'est un MacGuffin, mais qui est plutôt bien foutu, parce que c'est un vrai MacGuffin, on sait à quoi ça sert, il est utilisé plusieurs fois dans le film, il y a une représentation visuelle extrêmement efficace de ce logiciel, on comprend vraiment comment ça fonctionne, donc c'est un MacGuffin sans en être un. Voilà, et donc Vin Diesel et sa bande vont partir en espèce de mission Impossible style, pour aller libérer une hackeuse et récupérer par la même occasion ce fameux logiciel de vidéosurveillance, machin poète. Donc il va y avoir différentes scènes d'action, il y a une scène d'action dans les Balkans, il y a une scène d'action après à Abu Dhabi, pour finir par Los Angeles, où le climax de fin se passe. Et Shaw dans tout ça, en fait, c'est juste un espèce de némésis, comme dans Resident Evil, où il débarque à la fin de chaque scène d'action, il y fait ça 2 fois, pour foutre la merde. Le mec débarque, alors qu'il n'était pas prévu, il empêche Vin Diesel de faire ce qu'il devait faire facilement, au final il n'a vraiment pas d'impact à chaque fois d'ailleurs, et ça fait que son rôle est assez minime, parce que moi je pensais que ça allait être un... Alors je vais encore partir dans le trip déception, mais ça te vend un peu le côté, genre il va aller les buter un par un et ça va devenir une chasse à l'homme. Alors c'en est une, mais au final ça se rapporte plus du 6 avec des espèces de braquage, cambriolage, bon, du Fast and Furious quoi. Mais l'histoire tient la route pour une fois, elle tient beaucoup mieux la route que dans les autres Fast and Furious. Il y a beaucoup moins de nid de poule scénaristique, de trucs totalement débiles. Le seul truc que j'aime pas du tout dans cet épisode, c'est le fait qu'il y a un moment où ils ont enfin récupéré le logiciel d'espion, qui leur permet de localiser Shaw, et donc ils décident d'aller intercepter Shaw, ils y vont. Déjà, tu sais pas pourquoi ils le butent pas, alors qu'ils ont totalement moyen de le buter, bon bref, ils se retrouvent à discuter. C'est un traquenard, Shaw, en fait, a contacté les mercenaires d'avant pour aller les attaquer, donc ça finit en fusillade. Heureusement que dans cette séquence, il y a Kurt Russell qui a des lunettes de soleil qui permettent de voir dans le noir, parce que sinon cette séquence serait vraiment pourrie, elle est illisible, c'est dans le noir complet, il y a des fusillades de partout, on comprend rien. James Wan, il fait comme Justin Lin, il sait pas filmer les fusillades, ça m'a un peu déçu. Bref, et à la fin de cette fusillade, les méchants récupèrent le logiciel, les mecs sont allés récupérer Shaw avec le logiciel sur eux, mais c'est débile quoi.
Donc ça, c'est vraiment débile, c'est juste pour provoquer le retournement de la fin qui fait que les méchants ont le logiciel et peuvent retrouver la fille, enfin bref. Mais à part ça, le film est mieux écrit que presque tous les autres. Mais ça fait pas malheureusement, ça fait pas que le film est mieux. Alors dans les trucs que j'ai moins aimé, déjà, il y a un gros retour du beauf. Mais alors un gros retour de l'esprit beauf Fast and Furious, tu sens que Wan, il kiffe filmer des culs, quoi. Vraiment, il s'est dit, putain, mais on me donne l'occasion de filmer des boulards avec de la musique hip-hop, mais vas-y, j'y vais à fond banco, quoi. Alors, on a une séquence au début dans la fameuse course du désert du premier épisode. Alors c'est sympa toujours de nous remettre des trucs du premier épisode. Il y a même le Mexicain du premier épisode qui a acheté des pièces à Paul Walker. Mais c'est beauf, quoi. À un moment, la série avait un peu dépassé ce côté-là, je trouve. Enfin, moi perso, c'est pas le côté qui me plaisait le plus au début. Et de retomber dedans, je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'après, il remet une couche à Abu Dhabi, où là, vraiment, il s'étale dans la beaufitude absolue, à te filmer des culs en amorce, et à te faire une espèce de teuf, mais totalement décadente, mais même pas... Juste beauf, quoi. Même les personnages deviennent beaufs, à mater la fille, la petite aqueuse, là, il la mate dans l'eau, ils discutent en mode « Ouais, Deep, c'est moi qui vais la voir avant toi », enfin... C'est beauf, et c'est dommage, la série était passée à autre chose, et de retomber vraiment dedans en mode « Ouais, j'embrasse le beauf », comme ça m'a un peu déçu. Et après, au niveau de l'action, le film fait le taf, hein. Il y a plusieurs séquences de combat. Il y a une première séquence de combat avec The Rock et Jason Statham qui est bien nerveuse, où les mecs se foutent des gros pains dans la gueule et surtout s'envoient à travers des vitres. Le décor est plutôt bien pensé pour ça. James Wan, il filme... Il n'y a pas beaucoup d'inventivité dans sa manière de filmer les combats. Je dois l'avouer, c'est des plans zénithaux, des champs contre champs à différentes valeurs. Il tourne aussi beaucoup autour. Ça passe, c'est dynamique, c'est efficace. Il a un petit gimmick qui réapparaîtra plusieurs fois dans le film, c'est ce plan-là, voilà, où la caméra tourne en même temps que les comédiens qui font un mouvement particulier. Le plan revient 3 ou 4 fois dans le film. Donc sorti de ça, la première scène de combat fonctionne vraiment pas mal. Elle finit surtout par un énorme saut de The Rock qui va sauver Elsa Pataky, que j'avais pas reconnu d'ailleurs. Mais c'est bien, mais c'est pas au-dessus de ce qu'on avait vu avant, moi je trouve, pour le début là. Après, on a une grosse scène d'action dans les Balkans, qui est bien, alors qui part d'une idée rigolote. Et alors là, je vais faire une petite dédicace à Greg de Tea Time Cinema, parce que Greg, il m'a vendu le film en mode tu vas voir, c'est énorme, il y a des voitures qui volent. Non, Greg, des voitures qui volent, c'est ça. Ça, c'est des voitures qui font du parachute. Quand tu fais du parachute, tu ne voles pas. Et même si tu pensais que c'était à la fin, là, ça, c'est une voiture qui tombe, à la limite qui plane. Allez, j'accepte le planage. Mais ça vole pas. Une voiture qui vole, je le répète, c'est ça. Parce qu'à cause de toi, Greg, de Tea Time Cinéma tous les dimanches à 19h sur Radio Pulsar, le lien est dans la description, et ben je m'attendais à voir des voitures qui sortent des ailes à des moments. Tu m'as un peu vendu un truc qui n'est pas dans le film, et ça a un peu gâché mon expérience, tu vois. Je t'en veux. Non, je t'en veux pas, je rigole. Donc dans cette séquence au Balkan, ok, il débarque en parachute, l'idée est rigolote, pourquoi pas. Mais après, bon, ça fait le taf, c'est une grosse séquence d'action, mais il n'y a pas le petit truc en plus qui avait commencé à germer dans les derniers Fast and Furious, avec le coup du coffre-fort qui est totalement n'importe nawak, le coup du tank, le coup de l'avion qui est en train de décoller, qu'ils essaient de rattraper pendant une demi-heure, enfin... À chaque fois, il y avait un côté où ils allaient encore plus loin dans les scènes d'action, le coup à Londres avec les voitures qui font sauter les autres voitures. Enfin, tu vois, il y avait... Là c'est juste un bus qui est équipé de mitraillettes. Alors oui, le bus est super joli, super stylé, avec des mitraillettes qui tirent super fort, mais il n'y a pas je sais pas, il n'y a pas l'inventivité que Justin Lin avait, j'avais l'impression. C'est de très bonne facture, mais ça m'a pas fait kiffer. Bon, ça m'a pas fait kiffer, si, quand Paul Walker il court sur le bus pour atteindre Letty qui court, là ça m'a fait kiffer. Ce moment-là d'action m'a fait kiffer, celui-là ok. Mais par contre, par exemple, la fin avec Vin Diesel qui tourne dans le sable et qui part pour faire des carambolages comme un couillon dans la montagne, là, franchement, c'est un peu de la merde. Enfin, moi je pensais qu'il allait faire un truc de ouf, je pensais justement qu'il allait décoller. Mais non, total, il se retrouve à faire des tonneaux comme un couillon, arrive en bas presque mort. Bon, ça montre que le mec a peur de rien, d'ailleurs il fait ça plusieurs fois avec Jason Statham quand il se rentre dedans, là, les mecs ont peur de rien, ok, les mecs ont des énormes baloches, mais bon, c'est... Ok, c'est couillu, mais c'est pas super ingénieux, cool, je sais pas, j'ai pas trouvé l'inventivité de ceux d'avant. Et même après, quand ils vont à Abu Dhabi faire leur braquage, c'est pas terrible, quoi, c'est un braquage basique, où t'as des gens qui vont d'un côté pirater des câbles et obtenir les caméras de surveillance et l'accès aux portes, t'as un mec qui fait la diversion.
T'as Letty qui va se battre, tu sais pas trop pourquoi, elle se retrouve à se battre avec Ronda Ramsey, la meuf qui fait du MMA, voilà, parce qu'elle était là, elle voulait faire du cinéma, donc on l'a fait se battre avec Letty, et il te ressort les plans où elle arrête pas de tourner. Et d'un autre côté, t'as Vin Diesel et Paul Walker qui vont récupérer le fameux logiciel qui est encore une fois planqué dans une voiture. C'est-à-dire que dans Fast and Furious, à chaque fois que quelqu'un planque quelque chose, c'est dans une voiture, hein, comme dans le 5, où il planque ses comptes dans une voiture. Bah là, il planque un logiciel dans une voiture. Bon, ok. Et là, d'ailleurs, Vin Diesel, ça m'a fait marrer, je dois avouer que Vin Diesel qui, en mode, bon, bah attends, on bouge pas, je porte la voiture, et il soulève la bagnole en mode tranquillou. Vin Diesel, il y a un moment, il va falloir que tu baisse un peu ton ego, quoi. Enfin, je veux bien que ton personnage soit n'importe nawak, mais de là à réussir à soulever une bagnole, faut pas déconner, quoi. Et donc Paul Walker et lui se retrouvent à prendre la voiture. Il y a Jason Statham qui débarque, ouais, comme d'ailleurs avant, mais bon, il fait rien, il se prend juste un coup de voiture dans la gueule, il fait juste chier le monde, mais il sert à rien. Et après, il y a ce petit truc cool où la voiture passe d'immeuble en immeuble. Bon, ça c'est sympa, voilà, c'est... L'imagerie est belle, le soleil, Abu Dhabi, les tours... Ça fait un peu trop numérique à mon goût, mais c'est pas aussi romanesque, aussi époustouflant que quand Vin Diesel saute pour sauver Letty dans le tank avec le 6, quoi. Ça, c'était vraiment fou. Là, j'ai senti que ça voulait atteindre ce niveau-là, mais que ça le faisait pas trop, parce qu'en fait, le reste est pas aussi intense, quoi. Tu vois, c'est pas genre une délivrance d'une séquence intense de ouf, quoi. Et donc, ça m'a un peu déçu. Reste le climax de fin qui est gargantuesque, mais pareil, il n'y a pas d'élément de ouf. Alors, ok, il y a un hélicoptère et un drone, certes, mais les choses qui se passent sont pas gueudins, quoi, à part un transfert de voiture de la petite fille, enfin de la petite fille qui est pas du tout petite, ou non, n'importe quoi, moi, le transfert de voiture de la petite aqueuse, bon, j'aurais toujours envie de mettre petite avant, je sais pas pourquoi, bref, ce transfert de voiture, il est plutôt cool, faut l'avouer. À part ça, il se passe plein de trucs, mais il n'y a rien de mémorable. Enfin, presque rien de mémorable, parce que le plus mémorable, au final, c'est The Rock, c'est vraiment dommage qu'il soit pas plus dans le film, parce que ce personnage est juste oufissime. Sa chute du début, elle est énorme, et quand il revient, alors déjà, il y a cette séquence de malade où le mec, il s'éclate le plâtre juste en contractant ses muscles, où le plâtre s'éclate. Alors je trouve ça juste dommage que le plâtre, genre, explose pas presque. J'aurais été au bout du délire, j'aurais fait exploser le plâtre. Passons, mais surtout The Rock débarque avec une ambulance et il fait un espèce de il fait un espèce de comment ça se dit au rugby, un plaquage sur le drone avec une ambulance. Donc ça c'est totalement n'importe nawak. Et après il récupère l'espèce de Gatling, la mitraillette, et il va shooter l'hélicoptère. Ça c'est bon ça. Voilà, The Rock il est vraiment bon. Et en parallèle t'as deux autres combats. Alors t'as le combat avec Paul Walker et avec le mec de Hombak, la Tony Jaa, bon. C'est alors le combat un peu parcours kung-fu que t'as déjà vu 1000 fois, qui n'a pas de spécificité particulière. Bateau. Alors la chorégraphie passe, mais c'est aucun intérêt ça m'a pas fait kiffer. Et t'as le combat entre Jason Statham et Vin Diesel, où là c'est vraiment n'importe nawak, en mode combat de rue, avec deux gros outils dans chaque main, les deux, qui se tapent dessus. Alors c'est vénère, c'est violent, c'est badass. De toute façon ils sont badass depuis le début, ils se sont deux fois rentrés dedans avec leur bagnole, les deux, là ils arrêtent pas. Mais Vin Diesel, lui qui arrive à soulever son capot, il est plus fort. Mais après il se tire dessus, le mec avec deux coups, enfin... Ouais, je comprends pas, c'est un peu n'importe nawak, mais pourquoi pas, ça m'a plutôt fait marrer, mais ce qui m'a vraiment fait marrer dans ce combat, c'est surtout le coup final de Vin Diesel qui tape sur le sol pour faire s'écrouler, tout le parking aérien dans lequel ils se battent. Et donc Jason Statham se retrouve enseveli, parce que Vin Diesel est tellement fort, t'as l'impression d'avoir un coup de presque de Sangoku, quoi, genre... Et je fracture le sol. Ça m'a bien fait marrer. Il n'y a pas les élans d'action comme avant. Je trouve que les set pieces sont moins violentes, moins originales, moins... Voilà, par exemple, dans le prochain, j'ai juste vu la bande-annonce et je vois déjà qu'il y a une boule de chantier géante et un sous-marin, tu vois. Déjà, ces deux mots m'évoquent plus que toutes les scènes d'action de Fast and Furious 7, tu vois. Je pensais qu'ils allaient aller dans ce délire, aller encore plus loin dans les véhicules aberrants ou ce genre de trucs. Et là, j'étais un peu déçu par ce que j'ai vu. C'est bien foutu, mais ça m'a pas secoué plus que ça. Bon, après, il y a des trucs qui m'ont fait marrer. Déjà, il y a la première apparition de The Rock, où il apparaît avec une serviette, alors qu'il est dans un bureau. Et là, tu te dis clairement qu'ils ont fait ça pour se foutre de la gueule du 5, où il est toujours en sueur, quoi. Enfin, James Wan, je suis sûr que t'as voulu te foutre de la gueule du côté sointant de The Rock, c'est évident. À la fin, quand Vin Diesel, il a deux doigts de crever, t'as Letty qui se souvient qu'en fait, ils sont mariés, et elle lui sort la phrase du « Pourquoi tu m'as pas dit qu'on était mariés ?» Bah, parce qu'en fait, vous l'étiez pas. Parce qu'en fait, les scénaristes viennent juste d'avoir l'idée, voilà. Je te le dis, Letty, en fait, vous n'étiez pas mariés parce que dans le 4, il te plaque. Donc en fait, vous n'étiez pas mariés. Parce que sinon, il aurait dit dans le 4 que vous étiez mariés. Et donc les scénaristes, là, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renforcer leur amour? Bah, on a qu'à les faire... En fait, ils étaient mariés.
Les gars, non. Et c'est un petit problème sur la chronologie de Fast and Furious. James Wan, il a moins de respect que Justin Lin, parce que Justin Lin, c'est lui qui avait réussi à tout remettre un peu dans l'ordre de manière assez uniforme. Et là, Wan, il fait 2-3 erreurs. Il en fait une qui m'a un peu énervé sur la tombe de Letty, parce que Letty va sur sa propre tombe à un moment, parce qu'elle a un petit coup de déprime après avoir gagné une course en sandales. Parce que Letty conduit en sandales, oui, je vous le dis. J'ai été le premier surpris à faire des courses de go fast en sandales, surprenant. Mais bref, elle est devant sa tombe, et la date est notée 2009. Et c'est pas logique, parce que dans le 4, ils disent que ça se passe 5 ans après le 1, se passait en 2001. Donc théoriquement, ça se passe en 2006, surtout que ça se passe avant Tokyo Drift, qui se passait en 2006. Donc si tu étais cohérent, James Wan, tu aurais compris et tu aurais mis 2006 sur la tombe. Preuve que peut-être que tu n'as pas regardé ceux d'avant. Après, un autre truc qui me dérange un peu, c'est aussi le côté, les gens ne meurent plus. Shaw, il est pas mort au début, tu sais pas pourquoi, alors que clairement il était mort à la fin du celui d'avant, enfin dans l'avion, il était clairement mort. Et Shaw à la fin, parce que c'est son frère, eh ben, il est pas mort, il est en prison, alors qu'il a été enseveli sous un parking souterrain, aérien. Je trouve ça surprenant, et tu sens la volonté de vouloir garder des cartouches pour plus tard, tu vois. Genre on enferme le mec, et comme ça il reviendra en Fast and Furious 9 ou Fast and Furious 8 à la fin, enfin, pour faire un truc. Et je trouve ça dommage de rentrer dans un principe de franchise, vraiment, là où avant c'était un peu... Chaque épisode faisait sa sauce, et celui d'après essayait de raccorder avec ce que le celui d'avant avait fait, ça donnait des trucs pas mal. Le truc de tuer Anne dans Tokyo Drift et de finalement retourner en arrière pour faire combler des épisodes entre les deux, bah ça fonctionnait. Ça donnait ça fonctionnait, et là le fait de plus faire mourir les gens, bah ça enlève une fatalité, ça enlève un côté vraiment sérieux et un côté noble au final à tout le bordel Fast and Furious. Mais en tout cas, si les gens ne meurent plus dans Fast and Furious, en tout cas il y a surtout une mort qui a été en dehors de Fast and Furious, c'est celle de Paul Walker, et faut avouer que c'est un truc de ouf, parce que le mec est mort, paix à son âme, aux 2/3 du tournage du film. Et donc il restait un tiers à tourner, dont plein de séquences avec le personnage de Brian, et ils ont réussi à faire ça en prenant son frère, enfin ses deux frères, à Paul Walker, et en incrustant son visage numérique. Et j'avoue que c'est assez impressionnant. Je me suis vraiment fait avoir tout le long, sauf au dernier plan du film, parce que j'avais d'ailleurs vu que c'était numérique, parce qu'on me l'avait dit. Mais sinon, pendant le film, il y a plein de séquences. Alors je peux vous en citer plusieurs. Il y a celle où, par exemple, la maison de Vin Diesel explose, où au passage, d'ailleurs, Vin Diesel donne un conseil tellement évident à sa sœur. Il lui dit genre, sa sœur lui fait genre, en fait, je suis enceinte du deuxième enfant de Brian. Et Vin Diesel la regarde super sérieuse et lui fait, je pense que tu devrais lui dire, non, no shit Sherlock, t'es enceinte de ton mec, t'as déjà eu un enfant avec lui, et le conseil c'est de lui dire merci. Bon bref, je dis vague, mais non, Brian, il est numérique dans cette séquence. Putain, ils ont mis son visage sur le corps de quelqu'un d'autre, c'est ouf, j'ai vu que du feu. Ça, à Abu Dhabi, quand ils font leur cascade en voiture, c'est pareil. Ce plan-là, où ils sont tous alignés, c'est pareil. Le plan de fin sur la plage, c'est pas lui. Enfin, il y a plein de plans où c'est pas lui. Et je trouve que c'est une prouesse technique d'avoir réussi à incruster le visage de Paul Walker sans que ça se voit. Alors peut-être que ça se voit si tu regardes plusieurs fois. Moi, au bout de la deuxième fois, en ayant vu les plans, oui, tu sens ce petit truc un peu trop parfait, trop lisse. Mais honnêtement, au premier visionnage, je me suis fait avoir bêtement, quoi. Alors, moralement, je sais pas quelle question ça soulève, mais techniquement, c'est impressionnant. Et donc, le film se finit par Brian avec ses enfants sur la plage et sa femme, et les voitures qui se séparent avec Vin Diesel qui va dans une autre direction que lui, parce qu'ils veulent rendre hommage à Paul Walker, donc il y a tout un hommage, voilà. Il y a un côté où on sent que la saga, le mec est tellement mort pendant le tournage, enfin ça a tellement influencé ce film, qu'on lui rend hommage pendant le film, mais à la fois je trouve que l'émotion, moi, elle m'a pas affecté, parce que déjà, la mort de Paul Walker, elle est tragique, mais elle est assez passée, donc j'ai eu le temps de... Enfin, c'est passé, quoi, l'émotion est passée pour moi. C'est horrible ce que je viens de dire. Mais quand je vois le film, bon, bah voilà, ils ont raison de rendre hommage à leur acteur, je trouve ça vraiment élégant de leur part, sincère, mais c'est un peu rien à foutre là, quoi. Parce que le personnage est pas mort, donc c'est... ouais, c'est bizarre. Peut-être qu'il fallait le faire mourir, je sais pas, non, ça aurait été un peu glauque. Mais bon, ça m'a pas ému plus que ça, et on verra peut-être dans le 8. Mais bon, c'est bien qu'il soit passé à autre chose. Enfin, en tout cas, voilà, le 7, c'est un peu compliqué à aborder, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette rétro-critique, j'en avais fait une super longue, super chiante, où je racontais plein de détails de merde, qui ont au final aucun intérêt. Voilà, j'ai essayé de faire un peu différent que d'habitude, parce que j'arrivais pas à... Il a pas réussi à me faire délirer, quoi. Il a pas réussi à me faire délirer, je lui donne la note de 2 masques et demi sur 5. C'est dans la lignée de Fast and Furious, c'est cohérent avec tout le reste, mais je trouve que, je sais pas, j'ai pas réussi à être dedans plus que ça, quoi. C'est ma dernière rétro-critique sur Fast and Furious, donc je vais faire la critique du prochain dès qu'il sort, et je pense qu'après le 8, je ferai une vidéo bilan, pour déjà donner vraiment mon ordre,
de mes favoris. Peut-être donner des prix, genre la meilleure scène d'action, le meilleur personnage, enfin des conneries comme ça, m'amuser un peu. Et surtout, une petite réflexion sur qu'est-ce que c'est la saga Fast and Furious. Parce que c'est quand même une saga qui commence à courir depuis presque pas loin de 15 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le paysage cinématographique mondial actuel, quoi. Ça veut pas rien dire. C'est une saga qui, à mon avis, colporte plus de choses qu'elle n'y paraît, derrière ses allures de plaisir coupable un peu concon et bourrin et spectaculaire. Voilà, donc je vais faire une vidéo pour expliquer un peu ce que j'en pense, que ça m'a évoqué de regarder 8 films comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire en 2017, la saga Fast and Furious. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur qu'est-ce que vous avez pensé de Fast and Furious 7, sur est-ce que vous pensez comme moi, est-ce que vous pensez que c'est le mieux, hein Greg, je sais que tu vas me mettre, t'as intérêt à me mettre un commentaire Greg, t'as intérêt à me le mettre, genre, eh putain, t'as trop pas raison, c'était tellement le meilleur. Pardon du foutage de gueule, je sais pas si je vais le laisser au montage. De toute façon c'est la fin, personne ne regarde. Bon allez, sur ce, je vous dis à plus, pas du... Oh là, et d'ici la prochaine, bonne toile.